Alors, les deux Corées, Pourquoi il y en a deux, ça Parce que la moitié du pays voulait être communiste et l'autre plutôt du continent, comment dire, plutôt occidental, plutôt côté occidental. Voilà. Oui, bah, je pense qu'ils n'étaient pas partisans des mêmes camps dans une guerre, je sais pas laquelle. Si, ça c'était pendant la guerre en 54, c'était pendant la guerre froide. Il y a eu une guerre civile avec le nord supporté par les communistes et forcément le sud par les États-Unis. Mais c'est parti à la base d'une guerre civile et du coup il y a eu partition de la Corée en deux, entre le nord et le nord communiste et le sud capitaliste, on va dire. effectivement, la Corée du Nord, c'est sous le régime de la dictature. C'est pas le même régime politique. Au nord, c'est une dictature et au sud, ou alors l'inverse, je me rappelle plus, il y a une république. Here I go falling down, down, down. My mind is a blank, my head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. Comme vous l'avez deviné, dans cet épisode, nous allons parler de la Corée, ou plutôt des deux Corées. Car comme vous le savez, il y a deux Corées, deux États différents, qui ont chacun été reconnus par l'ONU en 1991. La Corée du Nord, dont le nom officiel est la République populaire démocratique de Corée, et la Corée du Sud, dont le nom officiel est la République de Corée. Car oui, Corée du Nord et du Sud, c'est pas leur vrai nom, hein, c'est juste un surnom qu'on leur a donné pour simplifier, ce qui m'arrange bien aussi. Pourquoi la Corée a été séparée en deux, mais surtout pourquoi y a-t-il encore deux États séparés et toujours en guerre? Car oui, on l'oublie souvent, mais ces deux États sont toujours officiellement en guerre, ce qui fait que cette région fait partie de la liste des lieux les plus à même de déclencher la Troisième Guerre mondiale, puisque sur le principe, les hostilités militaires peuvent reprendre à tout moment. Alors d'abord, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas deux Corées à cause de la guerre de Corée, mais c'est parce qu'il y avait deux Corées qu'il y a eu la guerre de Corée. J'avoue ne pas très bien saisir. Alors avant tout, comme pour les autres épisodes de cette série, nous allons faire un petit récapitulatif géographique. La Corée est une péninsule et avec une séparation au niveau du 38e parallèle. Ce qui fait que les deux Corées sont relativement de la même superficie, environ 120 000 km² pour le nord et 100 000 km² pour le sud, soit dans les deux cas l'équivalent de la Bulgarie ou un peu moins que la Grèce. À l'est, c'est la mer du Japon, à l'ouest, c'est la mer Jaune. La Corée du Nord, dont la capitale est Pyongyang, partage sa frontière au nord avec la Chine sur plus de 300 km et pour moins de 20 km avec la Russie. La Corée du Sud, dont la capitale est Séoul, est une île. C'est une farce. Non, je ne suis pas en train de délirer. Évidemment, la Corée du Sud n'est pas vraiment une île, mais étant donné que la frontière avec le Nord est condamnée, la Corée du Sud est donc techniquement devenue une île, puisqu'on ne peut y accéder uniquement par la mer ou les airs. Chose à laquelle on ne pense pas toujours, mais qui a ses conséquences. En population, la Corée du Sud est le double de la Corée du Nord, avec 49 millions pour le Sud, soit à peu près la population de l'Espagne, contre 25 millions pour le Nord. Mais surtout un taux de mortalité infantile de près de 4 pour 1000 pour le Sud, alors que l'on estime à 28 pour 1000 dans le Nord. Bon, comme vous le saviez déjà, il y a donc des grosses disparités entre les deux pays. Oh, c'est évident, oui. Pas de surprise non plus quand je vous dis que la Corée a une très longue histoire. La Corée n'a pas toujours été unifiée et sa frontière a plus d'une fois changé. À une époque, il y a eu même ce qu'on appelle les trois royaumes. Mais on s'en fout. Non, ce qui est important de retenir, c'est que la Corée, tout au long de son histoire et encore aujourd'hui, a été sous contrôle de grandes puissances extérieures, comme le Japon, la Chine, la Russie ou les États-Unis. Tantôt conquérant, tantôt protecteur, la Corée n'a jamais vraiment pu se détacher de cette ingérence perpétuelle. Surtout de la Chine, qui va avoir de grosses influences sur la Corée. La Chine, c'est l'ennemi, mais c'est aussi le modèle, et pas seulement pour le bouddhisme ou le néo-confucianisme. Par exemple, il faut savoir que l'alphabet coréen ne fut créé qu'au XVe siècle, et qu'avant cela, on utilisait les caractères chinois. On en apprend tous les jours. Nous allons commencer par la fin du XIXe siècle. La Corée, à ce moment-là, est un pays vassal de la Chine, mais surtout, elle pratique une politique isolationniste. Quand je dis isolationniste, le mot est faible, car à l'époque, on l'appelle un pays ermite, c'est-à-dire qu'elle est complètement renfermée sur elle-même. Interdiction d'avoir la moindre relation avec les pays étrangers. À titre d'exemple, des missionnaires français cherchant à développer le christianisme en Corée, venus de Chine, ils vont arriver en Corée et commencer leur conversion. Ils vont se faire arrêter, torturer et décapiter. Quand le gouvernement français va demander des explications, la réponse du gouvernement coréen sera que les missionnaires ont été condamnés car leurs actions étaient plus criminelles que celles des homicides et des incendiaires. Mais c'est pas une réponse, ça. Par contre, au Japon, il y a un nouvel empereur, Muchihito, qui lui veut moderniser le Japon.
C'est une période de réforme radicale permettant au Japon de s'industrialiser et de transformer son économie et surtout son armée. L'empereur japonais se retrouve à la tête d'une armée et surtout d'une force navale devenue la plus moderne d'Asie. Fort de cela, il envoie ses nouveaux navires sillonner les mers. Un incident va avoir lieu en 1875, ce qui déclenchera des hostilités entre le Japon et la Corée. Les forces japonaises étant supérieures, ils vont obtenir la signature d'un traité, le traité de Ganghwa. Ce traité va ouvrir 3 ports coréens au commerce japonais. Il faut bien qu'ils aient une petite joie de temps à autre. Mais la Chine ne va pas trop apprécier, car comme on l'a vu précédemment, la Corée était officiellement un pays vassal de la Chine. Alors je ne vais pas tout vous raconter, mais pour faire simple, les choses vont empirer et escalader jusqu'à ce que le Japon et la Chine entrent en guerre. La Chine va évidemment perdre et le 17 avril 1895, la Chine vaincue va signer le fameux traité de Shimonoseki. Dans ce traité, l'article 1, la Chine reconnaît définitivement la pleine et complète indépendance de la Corée. Ah, ce sera peut-être pas long. Effectivement, tout aurait pu bien se passer, mais un autre pays va vouloir sa part du gâteau, c'est la Russie. Alors encore une fois, on va faire simple, les Russes vont s'installer en Corée, et le Japon va leur déclarer la guerre et vont tout simplement leur mettre une pâtée. Ce qui va définitivement sceller la mainmise du Japon sur la Corée. Tout cela pour vous faire comprendre que, comme souvent dans son histoire, la Corée qui n'avait rien demandé s'est transformée en champ de bataille entre 2 pays extérieurs. Après cela, les choses vont aller de mal en pis pour la Corée. En 1910, le Japon annexe la Corée, puis après ça met en œuvre l'expropriation des terres. En 1911, ce sont les forêts qui passent sous le contrôle. En 1912, les Japonais prennent les contrôles des pêcheries, etc., etc. Et cela ne va pas arrêter de s'aggraver jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale où les hommes coréens seront obligés de faire du travail forcé et les femmes deviendront des esclaves sexuels pour les soldats japonais. Mais c'est horrible! En avril 1919, un certain Syngman Rhee va former un gouvernement provisoire à Shanghai afin de résister à l'envahisseur japonais et va demander de l'aide à Chiang Kai-shek. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Chiang Kai-shek, vous pouvez regarder la vidéo sur Taïwan en cliquant ici. Oui, je sais, je fais ma propre publicité, mais bon, tout le monde le fait, Bref, en 1925, c'est la création du Parti communiste coréen, dont un certain Kim Song-ju fera partie. Lui se rendra célèbre plus tard sous le nom de Kim Il-sung. Il fera partie d'ailleurs du Parti communiste chinois, puis après de l'armée chinoise, et enfin, à partir de 1940, de l'armée russe. En attendant, en 1945, l'Allemagne capitule le 8 mai, mais les Japonais résistent toujours, malgré que leur défaite soit certaine. Les États-Unis, qui veulent que cette guerre finisse rapidement, demandent aux Russes d'attaquer les troupes japonaises, ce qu'ils n'ont jamais fait jusque-là. Le 8 août, Staline déclare la guerre au Japon, et les troupes russes arrivent dans Corée par le nord le 12 août. Bah voyons. Avant la capitulation du Japon, les Alliés avaient déjà plus ou moins convenu de ce qu'ils allaient faire après la victoire. Ce sont les fameuses conférences de Yalta, Potsdam, etc. Il avait été décidé donc que le Japon perdrait tous les territoires qu'il aurait conquis, y compris ceux d'avant la guerre, et surtout que les forces alliées resteraient sur ces territoires pour maintenir l'ordre en attendant la mise sur pied d'un nouveau gouvernement. Alors si pour la plupart des pays, cette présence militaire est faite par une seule armée d'un pays allié, la Corée, elle, est sous 2 armées, les Russes et les Américains. On décide d'ailleurs de la diviser temporairement en 2 zones distinctes en utilisant le 38e parallèle. Sauf que rapidement on comprend que Staline n'a pas du tout l'intention de retirer ses armées, ou en tout cas de le faire qu'une fois qu'il ait mis en place un gouvernement communiste qui lui soit complètement dévoué. Et vous trouvez ça normal? Je dirais même prévisible. On fait appel à l'ONU pour régler ce litige qui décide que des élections libres, sous contrôle de l'ONU, soient mises en place. Mais la Russie met son veto, bien sûr. Les États-Unis décident donc de faire des élections dans le Sud et de créer la République de Corée. Bien sûr, en même temps, les Russes décident de créer la République populaire démocratique de Corée, avec à sa tête Kim Il-sung. Les 2 républiques estimant qu'ils sont chacun le seul vrai gouvernement de la Corée. La frontière est mise en place, toujours sur le 38e parallèle, et chacun étant content de soi, les armées russes et américaines quittent la Corée. Sauf que les Russes décident d'équiper fortement l'armée nord-coréenne, ce que ne font pas les Américains avec le Sud. Pourquoi? Bon, à l'époque, il faut dire qu'ils sont assez bien occupés, entre autres avec l'Europe et la création de l'OTAN, et la Chine, dont les armées communistes viennent de gagner la guerre civile et ont pris le pouvoir. Quoi qu'il en soit, la supériorité de l'armée du Nord étant importante, ils décident de lancer une offensive afin d'envahir le Sud le 25 juin 1950. Et il faut dire que cela a été assez efficace. En 3 jours, Séoul est pris. Pour faire face, on demande à l'ONU d'intervenir. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies vote le 27 juin une assistance militaire à la Corée du Sud, auquel 16 pays vont participer. Le 7 juillet, la résolution 84 confie le gouvernement de ces armées aux États-Unis. Oui, car les armées américaines sont stationnées au Japon et donc peuvent réagir plus vite sans attendre l'ensemble des autres forces armées. Car le temps est compté et les armées du Nord ont quasiment tout envahi. Il ne reste plus qu'encore qu'une toute petite partie entre les mains des armées du Sud. Maintenant, faut employer les grands moyens, plus de temps à perdre.
Le général MacArthur tente une offensive très osée en débarquant à Incheon près de Séoul le 15 septembre. C'est une réussite, il arrive dans le dos des troupes nord-coréennes et c'est la débandade des armées du Nord. Dans leur lancée, ils franchissent le 38e parallèle et envahissent Pyongyang le 19 octobre. Cette fois-ci, c'est le Nord qui est quasiment envahi. Mais l'armée chinoise essaye d'intervenir et lance 250 000 hommes au secours de la Corée du Nord. Par la suite, ils seront près d'un demi-million. Les armées chinoises repoussent les armées de l'ONU en dessous du 38e parallèle. Le général MacArthur demande une intervention contre la Chine et l'utilisation de la bombe atomique. Le président Truman, afin d'éviter une troisième guerre mondiale, refuse. Et malgré la popularité de MacArthur, il le limoge. Personne n'est irremplaçable. Finalement, à grands coups de renfort de chaque côté, le front se stabilise vers le 38e parallèle. La guerre va s'enliser pour durer 3 ans, au bout duquel les deux camps décident de faire un armistice le 27 juillet 1953, mais sans jamais signer de traité de paix. C'est pour cela qu'officiellement, les deux Corées sont toujours en guerre. Après ça, une frontière quasi infranchissable est mise en place avec une zone démilitarisée de 250 km que l'on peut visiter. Oui, l'abruti que vous voyez au milieu, c'est moi. Mais comme ça, pas de droit à l'image, hein. Bon, sauf qu'en 1953, des deux côtés de cette frontière, une dictature est instaurée. Une communiste, avec Kim Il-sung, et l'autre, capitaliste, avec Syngman Rhee. Et on va toujours au plus simple. Servant de base arrière à l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, et pratiquant aussi un capitalisme sauvage, la Corée du Sud va petit à petit prendre le dessus économiquement sur le Nord. Avec la dissolution de l'URSS dans les années 90, la Corée du Nord va se retrouver seule face à ses problèmes, ce qui va l'amener vers l'une des pires famines de son histoire. La Corée du Nord va commencer à vouloir développer sa propre bombe atomique. Le président américain, Bill Clinton, va décider de les menacer de sanctions, auxquelles Kim Il-sung va répondre tout simplement « Si vous faites cela, nous changerons Séoul en une mer de feu. » Oh merde. Ouais, il plaisante pas, hein. Bon, pour éviter un conflit armé, Clinton va utiliser une autre carte, celle de l'ancien président Jimmy Carter, qui étant officiellement neutre, va demander à aller en Corée du Nord en tant que médiateur. Kim Il-sung va accepter, de là des accords vont être signés entre les deux pays, et le conflit armé sera évité. Kim Il-sung meurt le 8 juillet 1994 et laisse le pouvoir à son fils, Kim Jong-il. La famine bat son plein. En Corée du Sud, la démocratie est enfin arrivée. Et après cet épisode, on commence à penser que la négociation serait peut-être plus efficace que la menace. Dans ce contexte, un nouveau président sud-coréen arrive, Kim Dae-jung. Il lance une politique de rapprochement, ce qu'il va appeler la Sunshine Policy. Cela va effectivement fonctionner. Le président sud-coréen sera reçu à Pyongyang par Kim Jong-il et on va même évoquer une éventuelle réunification. On va ouvrir une zone spéciale où des ouvriers nord-coréens pourront travailler pour des entrepreneurs sud-coréens. On va ouvrir une zone touristique pour les sud-coréens en Corée du Nord et cela va même aller jusqu'au point où pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de l'été 2000 à Sydney, les athlètes de la Corée du Nord et de la Corée du Sud vont marcher ensemble sous un même drapeau, le drapeau de l'unification. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Oui, mais le rêve va malheureusement pas durer, car un nouveau président arrive aux États-Unis, c'est George W. Bush. Devant d'être neutre, je ne vais pas faire de commentaires sur George W. Bush. Non, je plaisante, c'est impossible de rester neutre avec ce type, car on peut dire beaucoup de choses sur lui, mais il faut reconnaître qu'il a une capacité à foutre le bordel partout où il passe, c'est assez impressionnant. Malheureusement, en 2001, arrivent les attentats du 11 septembre, ce qui sera néfaste à la Corée. Mais où serait le rapport, je vous le demande? Lui, il va en trouver un de rapport. Je rappelle le contexte, nous sommes en pleine détente entre les deux Corées et George W. Bush déclare ceci. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. En une phrase, voilà ce qu'il va faire la Sunshine Policy. Voilà, c'est réglé, retour à la case départ, car vous imaginez bien la gueule des Nord-Coréens quand ils vont entendre ça. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Après cela, un nouveau président élu en Corée du Sud sera plus conservateur et va suivre la politique des États-Unis. De là, le programme nucléaire du Nord va reprendre de plus belle, les exercices militaires et menaces des États-Unis aussi, jusqu'à son point culminant où des tirs d'artillerie par le Nord sur une île du Sud. Depuis, il y a eu du changement. Alors oui, c'est vrai que depuis, il y a eu l'élection du président Barack Obama. En Corée du Sud, c'est une femme qui a été élue présidente, Park Geun-hye. Quant à la Corée du Nord, Kim Jong-il est mort et a laissé le pouvoir à son fils, Kim Jong-un. Mais lui par contre, pas trop de changements, il va rester comme son père. Féroce comme avant, peut-être bien pire. Sauf que plus personne n'est intéressé par la réunification de la Corée. Les États-Unis, avec le pouvoir grandissant de la Chine, ne veulent surtout pas abandonner leur base militaire en Corée.
Chine, elle, est maintenant très intéressée par la manœuvre nord-coréenne, moins chère que la sienne, et l'exclusivité du marché de la Corée du Nord, puisqu'il est complètement vierge. Mais surtout, les deux Corées aussi ne sont plus intéressés. Le Nord, sorti de la famine et qui a le soutien de la Chine, ne ressent plus vraiment le besoin. Le Sud, pour qui la population, dans la conjoncture actuelle, n'a plus du tout envie de payer la facture de la réunification. Ce qui fait que malheureusement tout le monde est plus ou moins ok avec ce statu quo. Sauf que cela veut dire laisser au pouvoir de l'une des armées les plus puissantes du monde avec la capacité nucléaire à l'un des pires dictateurs de la planète. Un peu comme laisser une boîte d'allumettes à un pyromane. Même s'il reste en permanente surveillance, c'est pas vraiment recommandé. À vous alors, vous avez de ces raisonnements alors. C'est de l'humour noir. Voilà, cette vidéo sur la Corée est maintenant terminée. Pour les quelques irréductibles qui ont suivi la chaîne depuis le début, vous allez noter une petite différence sur la fin, c'est que je voulais dire 2-3 petites choses. La première, c'est que cette vidéo sur la Corée, je l'avais promise à l'une de mes toutes premières abonnées. Voilà, chose promise, chose due, c'est livré. Ensuite, je voulais remercier aussi un youtubeur célèbre, il a une chaîne qui s'appelle L'Original, ce sont des vidéos sur la bijouterie très très sympas. Bon, évidemment, il n'a pas besoin de ma publicité puisqu'il est beaucoup plus célèbre que moi, mais il a accepté de regarder mes vidéos et me donner 2-3 conseils pour m'améliorer, je tenais à le remercier. Ensuite, je voulais vous dire aussi qu'il y a un site internet maintenant pour le quart d'heure historique. Alors, vous allez trouver ça dans le descriptif, bien évidemment. C'est une créatrice belge qui a fait ça pour un tarif défiant toute concurrence. Je voulais la remercier aussi parce qu'elle a fait du super boulot. Puisqu'on parle de tarifs, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de publicité sur mes vidéos, donc vous êtes tranquille, mais par contre, évidemment, il n'y a pas de rentrée d'argent par cette manière-là. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, vous cliquez là-dessus, sur Tipeee, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations que vous pourrez désirer. Alors évidemment, comme d'habitude, vous pouvez mettre aussi un pouce comme ça si vous aimez, un pouce comme ça si vous n'aimez pas, des commentaires et surtout partagez sur Facebook, partagez sur tout ce que vous voulez. D'ailleurs, il y a une page Facebook, il y a une page Google+, alors n'hésitez pas à y aller. Voilà, je vous remercie, la suite à un prochain épisode, Kenavo.